Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en terminale S, c'est que tu veux travailler ton bac de maths sur les nombres complexes. Bravo, tout d'abord. Donc, du coup, on va s'intéresser à l'exercice 2 d'Amérique du Nord, qui est un vrai-faux. Donc, le principe des vrais-faux, c'est on nous donne une affirmation et il faut donc dire si elle est vraie ou fausse. Mais il faut justifier, car on nous précise bien, toute réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Donc, il ne suffit pas de dire oui ou non, il va falloir dire pourquoi. Ici, on dit l'équation z moins i égale i fois z plus 1 a pour solution z égale racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Alors, il y a deux possibilités. La méthode 1 va consister à résoudre l'équation. On va donc trouver les éventuelles solutions et on verra bien si on trouve cette solution-là. Autre possibilité, quand on nous dit l'équation qui est inscrite ici a pour solution z égale racine de 2 exponentielle pi sur 4, on peut très bien, puisque là il n'y a pas marqué a pour unique solution, eh bien on peut essayer de vérifier que en mettant z à la place de z ici et à la place de z ici, eh bien le nombre du membre de gauche est égal au nombre du membre de droite. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce nombre est bien solution de l'équation. Voilà. Dans ce cas-là, on aura prouvé que ce nombre est solution de l'équation. On n'aura pas prouvé qu'il n'y en avait pas d'autre, en revanche. Voilà. Donc, je vais commencer par la méthode 1. Je vais faire la méthode 1 où je vais essayer de résoudre directement cette équation. Alors, je vais fonctionner par équivalence. Je prends un stylo qui fonctionne. Celui-là, ce sera pas mal. Donc, je vais dire que pour tout z appartenant à l'ensemble des nombres complets, je vais fonctionner par des équivalences. Dire que z moins i est égal à i fois z plus 1, c'est équivalent à dire que, alors pour résoudre une équation dans l'ensemble des nombres complexes, la méthode ne va pas être très différente de quand je faisais une équation avec des x sur l'ensemble des réels. C'est-à-dire que je vais essayer, si possible, d'isoler z. Et si ce n'est pas possible, bah, je réagirai en fonction. Ici, je me rends compte que j'ai du z ici et du z là. Donc, je vais essayer de les regrouper du même côté de l'égalité. Donc là, je vais développer i fois z plus i fois 1, donc i. Je vais isoler dans le membre de gauche les z, donc j'ai le z qui est là. Je vais retirer iz ici, donc je le retire aussi de l'autre côté, donc ça me donne moins iz. Et je vais rajouter i pour contrer le moins i qui est à gauche. Je vais donc rajouter i aussi à droite, donc i plus i. iz, passez là, moins i, passez là. Pour isoler z, bah, je vais faire en sorte qu'il soit écrit à un seul endroit. Donc, je vais factoriser par z ici et ici. Donc, je vais compter combien il y a de z. Il y en avait 1 ici. Et il y en avait moins i ici. Donc, en tout, il y en a 1 moins i des z. Et c'est égal à 2i. Je vais donc diviser par 1 moins i. C'est égal, z est donc égal à 2i sur 1 moins i. Donc, finalement, ce que je sais, c'est que j'ai une seule solution, qui est 2i sur 1 moins i. Alors, le problème, c'est que moi, on m'a demandé de montrer que c'était celle-là. Donc, il va falloir que je me débrouille, puisque en fait, elles ne sont pas écrites sous la même forme. Je ne peux donc pas les comparer pour le moment. Je ne peux pas savoir si c'est celle-là ou si c'est une autre. Donc, il va falloir que je modifie l'écriture qui se trouve ici. Premier réflexe, ça va être de peut-être chercher la forme algébrique. Donc la forme algébrique, je vous rappelle, c'est la forme pour un nombre complexe qui s'écrit a plus ib avec a et b des nombres réels. Donc là où on aperçoit la partie réelle et la partie imaginaire. Et ensuite, éventuellement, je pourrais mettre mon nombre complexe sous forme exponentielle pour vérifier si je retombe bien sur celui-là. Ou alors, une fois que j'aurai trouvé la forme algébrique de ma solution, je pourrais éventuellement prendre le nombre complexe qui était proposé ici, trouver sa forme algébrique pour voir si ça me donne la même que celle que j'aurais trouvée comme solution. Voilà.
Vous voyez, plein de méthodes pour arriver au même résultat. Du coup, je continue. Je vais multiplier par le conjugué au dénominateur afin qu'il n'y ait plus de i au dénominateur, puisque dans ma forme algébrique, il n'y a pas de dénominateur avec des i. Cela me donne z égale 2i facteur du conjugué du dénominateur. Le conjugué, je vous rappelle, c'est je change le signe de la partie imaginaire. Partie imaginaire, je vous rappelle, c'est le nombre b. Et donc ça me donne en dessous 1 moins i multiplié par 1 plus i. On continue. Cela me donne, au numérateur, je vais développer 2i fois 1 de i, plus 2i fois i, donc plus 2i au carré. i fois i me donne i au carré. Au dénominateur, soit je fais de la double distributivité, 1 fois 1, 1 fois i, moins i fois 1, moins i fois i, je vais arriver à mon résultat. Soit j'utilise la propriété qui dit qu'un nombre complexe multiplié par son conjugué, donc z, s'il vaut a plus ib, son conjugué vaut a moins ib. Quand je les multiplie ensemble, ça c'est une propriété qu'on voit très très souvent, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, eh bien c'est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. J'insiste bien, c'est la partie imaginaire, il n'y a pas de i là-dedans. Le résultat sera donc un nombre réel. Ce qui me donne ici 1 au carré, puisque c'était la partie réelle, le petit a pour le nombre 1 moins i, et le petit b vaut moins 1, donc plus moins 1 au carré. J'ai donc appliqué cette formule. Cela me donne, je continue, 2i, donc z égale 2i, ici 2 fois i au carré vaut moins 1, donc ça fait 2 fois moins 1, ce qui donne donc moins 2, sur 1 au carré ça fait 1, moins 1 au carré ça fait 1 aussi, donc sur 2. C'est donc équivalent à z égale, ici je vais replacer, donc ça me donne 2i sur 2 moins 2 sur 2, ce qui va se simplifier dans l'écriture. Je retombe avec z égale 2i divisé par 2, ça donne i, et 2 divisé par 2, cela donne 1. Alors, si je veux vraiment la forme algébrique, je replace la partie réelle devant, on a plus l'habitude de l'avoir comme ça, donc moins 1 plus i. Voilà pour la forme algébrique de ce nombre complexe. La question est toujours la même, c'est est-ce que ça correspond à ce nombre complexe ou pas, car la forme algébrique, ça n'est pas pareil que la forme exponentielle. Il me reste deux possibilités. Soit j'essaie de trouver la forme exponentielle de ce nombre complexe ici, soit j'essaie de trouver la forme algébrique de ce nombre complexe. Quoi qu'il en soit, j'ai deux nombres ici, je veux savoir s'ils sont égaux. Soit je transforme l'écriture de celui-là pour obtenir une écriture exponentielle et pouvoir le comparer à celui-là. Soit je transforme l'écriture de celui-là et trouve une forme algébrique pour pouvoir le comparer à cette écriture-là. Je vais refaire la méthode qui permet de trouver une forme exponentielle à partir de la forme algébrique, puisque en général, c'est ce qui vous pose le plus de problèmes, donc on va en profiter pour refaire un exercice là-dessus. Je vais donc prendre cette forme algébrique et je vais trouver la forme exponentielle qui lui est associée. Alors, il y a toujours plusieurs méthodes. Il y a des méthodes rapides, des méthodes un petit peu plus longues. Moi, je vais faire la méthode conventionnelle, un petit peu longue, mais voilà. Première étape, pour trouver la forme exponentielle d'un nombre complexe, ça va être de rechercher le module. Le module, c'est le nombre qui va venir se placer devant. Donc, je vais calculer le module de moins 1 plus i. Le module, la formule, c'est que c'est la racine carrée de la partie réelle. Partie réelle, c'est le nombre ici, moins 1, au carré, plus la partie imaginaire au carré. Attention, la partie imaginaire, le i n'en fait pas partie. La partie imaginaire, c'est le coefficient devant le i. C'est donc un 1, plus 1 au carré.
Cela nous donne donc la racine carrée de 1 plus 1, ce qui nous donne la racine carrée de 2. Pour l'instant, je peux continuer parce que regardez, c'est ce qu'il fallait. Il fallait ici la racine carrée de 2 comme module. Donc le module, pour l'instant, est sur la bonne voie pour que ce nombre soit le même que celui-là. Reste à déterminer si l'argument de moins 1 plus i vaut bien pi sur 4. Pour trouver un argument, alors j'ai dit l'argument, mais c'est un argument de moins 1 plus i vaut bien pi sur 4. Pour trouver un argument, eh bien, je vais utiliser le cosinus, alors je vais appeler θ l'argument, le cosinus de θ et le sinus de θ. Mes formules de cours me disent que le cosinus vaut a divisé par r. A, c'est la partie réelle. Donc, partie réelle sur le module, ce qui donne moins 1 sur racine de 2. Sinus θ, lui, c'est partie imaginaire sur le module. La partie imaginaire, c'est toujours pareil, c'est le coefficient qui accompagne le i. C'est donc un 1. Cela me donne 1 sur racine de 2. Alors, je vais réécrire un petit peu plus clairement. Donc, moins 1 sur racine de 2 pour le cosinus. Et pour le sinus, c'est 1 sur racine de 2. Donc, je m'interroge à savoir, ici, déjà, est-ce que ce sont des valeurs qui sont dans mon tableau avec tous mes angles? La réponse est, ça ne me paraît pas forcément évident. Alors, quelque chose qui doit me mettre la puce à l'oreille, c'est que quand même, le résultat, moins 1 sur racine de 2, ici 1 sur racine de 2, donc c'est en valeur absolue, ce sont les mêmes résultats. Donc je me souviens que dans mon tableau, il y avait une valeur qui était la même pour le cosinus et le sinus, c'était racine de 2 sur 2, et que ça correspondait à un angle à peu près de pi sur 4. Alors moins pi sur 4, pi sur 4, enfin des choses comme ça. Bref, ça me rappelle racine de 2 sur 2, donc j'essaie de l'obtenir. Alors avec un peu d'habitude, on sait qu'effectivement, là-dessous est caché du racine de 2 sur 2. Alors pourquoi? Parce que regardez, si j'ai 1 sur racine de 2, en multipliant en haut au numérateur et en bas au dénominateur par le même nombre, je ne change donc pas le résultat de la fraction. Ce nombre, si c'est racine de 2, cela me donne racine de 2 divisé par racine de 2 fois racine de 2 qui vaut 2. Donc en fait, 1 sur racine de 2 n'est autre que racine de 2 sur 2. Du coup, mon petit système m'amène à dire que le cosinus de θ est égal à moins racine de 2 sur 2 et le sinus de θ vaut lui racine de 2 sur 2. Je vais donc faire mon cercle trigonométrique pour me rendre compte de ce que vaut θ. Petit cercle trigonométrique, pas très bien fait, mais bon, ça suffira. Hop, mes axes, c'est un croquis. 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Et donc, je vais placer racine de 2 ici. Alors, les racines de 2 sur 2, je me souviens que c'est des histoires de pi sur 4. Donc, c'est des histoires de pi, donc de moitié de pizza, mais divisé en 4. Donc, ce sont des histoires comme ça. Moitié de pizza coupée en 4. Donc, ça vient couper ici, selon les bissectrices des angles ici. Et donc, les racines de 2 sur 2, maintenant, je vais m'interroger à savoir lesquelles sont positifs, négatifs. Donc, mon cosinus doit être négatif. Donc, ça veut dire que mon angle correspond à un point du cercle qui a une abscisse négative. Donc, les cosinus négatifs, ça se trouve par là. Donc, mon angle, ça va soit être lui, soit être lui. Celui-là, enfin, les deux ont bien comme abscisse ici, moins racine de 2 sur 2. Parmi les deux points du cercle ici, lequel a une ordonnée, puisque le sinus, ça correspond aux ordonnées, de racine de 2 sur 2. Alors, je sais qu'il y en a un, son ordonnée est positive, et l'autre, son ordonnée est négative, puisque je suis dans cette partie de l'axe. Donc moi, comme je veux une ordonnée positive, cela sélectionne directement le point qui est ici. Le point qui est ici représente un angle de pi sur 4, 2 pi sur 4,
3π sur 4. Donc ça, c'est un point qui représente l'angle 3π sur 4. Je suis donc à un argument de 3π sur 4, modulo 2π. Donc θ est égal à 3π sur 4, modulo 2π. Donc, mon écriture exponentielle ici de cette solution, c'est z égale racine de 2 pour le module, exponentielle i 3π sur 4. Et racine de 2 exponentielle i 3π sur 4 n'est pas égale à racine de 2 exponentielle de iπ sur 4. Tout simplement parce que les arguments ici ne sont pas les mêmes et pourtant on avait bien la mesure principale de l'angle. Donc vous voyez ici π sur 4, j'aurais dû en fait trouver, pour que ce soit le même, j'aurais dû trouver un cosinus et un sinus qui m'amenaient ici en π sur 4. Or moi j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que mon angle m'amenait plutôt ici, c'est-à-dire en 3π sur 4. Je n'ai donc pas ici la même écriture exponentielle. Donc, ça veut dire que le nombre qui était là n'était pas solution. Donc, plutôt je vais dire or, racine de 2 exponentielle i 3π sur 4 est différent de racine de 2 exponentielle iπ sur 4. Donc, racine de 2 exponentielle i π sur 4 n'est pas solution de l'équation. Donc, la réponse, c'est que l'affirmation est fausse. Voilà pour cette méthode. Hop, je reprends la même méthode, sauf que je change la fin, c'est-à-dire que là, j'avais choisi de transformer cette écriture-là en écriture exponentielle. Mais vous auriez pu préférer chercher si ce nombre-là, mis sous forme algébrique, redonnait celui-là. Je vais donc faire ces calculs. Donc là, j'avais résolu mon équation. Mon équation, ce qui était inscrite ici, m'a mené à dire que la solution, l'unique solution que j'avais trouvée, était moins 1 plus i. Cette fois-ci, je ne vais pas chercher l'écriture exponentielle de ce nombre complexe-là. Je vais plutôt chercher la forme algébrique de ce nombre complexe-là pour voir si c'est bien moins 1 plus i. C'est donc parti. Alors, racine de 2 exponentielle, je prends mon stylo noir, racine de 2 exponentielle iπ sur 4. Je vais donc revoir plutôt, comment je transforme une écriture exponentielle en une forme algébrique. Comme ça, on aura fait dans les deux sens. Racine de 2, l'exponentielle iθ, je peux la remplacer par cosinus de θ, donc ici c'est π sur 4, plus i sinus de π sur 4, puisque je vous rappelle que l'exponentielle iθ est en fait égale à cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc moi j'avais π sur 4, j'ai remplacé par π sur 4. Une parenthèse, ça, hop. Du coup, ça me donne racine de 2, cosinus de π sur 4 et sinus de π sur 4. Alors, je fais comme si je ne l'avais pas fait juste avant. Je trace un petit cercle trigo rapidement. Π sur 4, je sais que c'est quand je coupe la moitié de pizza qui vaut π en 4. Je me retrouve du coup avec un coup de couteau ici, un coup de couteau comme ça. Et ici, je coupe au milieu. Donc, je sais que π sur 4, c'est l'angle qui me donne la même chose en abscisse que en ordonnée. Et si je connais bien mon tableau de valeurs, je sais que pour π sur 4, j'ai racine de 2 sur 2 pour les abscisses et racine de 2 sur 2 pour les ordonnées. Et oui, ça forme un carré. Donc ça, c'est pareil que ça.
Donc ça me donne racine de 2 sur 2 plus i fois racine de 2 sur 2 aussi ici. Sinon, j'apprends tout simplement par cœur mon tableau. Cela me donne, je développe, racine de 2 fois racine de 2, je vais effacer le cercle, qu'est-ce qui me dérange? Racine de 2 fois racine de 2 sur 2, plus i fois racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Ce qui me donne racine de 2 fois racine de 2, eh bien ça fait 2. Et racine de 2 fois racine de 2 aussi, donc 2 sur 2. Ce qui me donne 1 plus i. Voilà, donc la forme algébrique de ce nombre complexe-là, c'est 1 plus i. Donc 1 plus i n'est pas égal à moins 1 plus i. Alors je sais que la forme algébrique pour un nombre complexe est unique. Donc ça veut dire qu'un nombre qui s'écrit 1 plus i n'est pas égal à un nombre qui s'écrit moins 1 plus i. Donc ça veut dire que ce nombre-là, cette forme exponentielle-là, ne correspond pas à ce nombre complexe moins 1 plus i. Je vais dire, or, 1 plus i est différent de moins 1 plus i. Donc, cette proposition-là, racine de 2 exponentielle i pi sur 4, n'est pas solution, puisque c'était elle qui était solution. N'est pas solution. Solution de l'équation. Donc l'affirmation est fausse. Bien entendu, on arrive à la même conclusion qu'avec les calculs précédents. Dernière manière que je vois, dernière méthode que je vois pour se sortir d'une question comme ça, c'est celle que j'ai exposée au début, c'est-à-dire qu'on me dit que l'équation a pour solution ce nombre complexe-là. Donc je peux, plutôt que d'essayer de résoudre l'équation qui est inscrite ici, je peux essayer de voir, de vérifier si, en remplaçant z dans l'équation par racine de 2 exponentielle i pi sur 4, voir si effectivement z moins i est égal à i fois z plus 1. Si c'est le cas, ça veut dire que racine de 2 exponentielle i pi sur 4 est une solution. Et si ça n'est pas le cas, ça veut dire que racine de 2 exponentielle i pi sur 4 n'est pas solution. Alors, le petit hic qui pourrait y avoir éventuellement, c'est que en remplaçant dans l'équation, si jamais je trouve qu'il y a égalité, cela veut dire que c'est une solution, mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. On aura juste prouvé que ce nombre-là vérifiait bien l'égalité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un autre nombre complexe qui vérifierait l'égalité. Alors après, à cela, on peut s'en sortir de plusieurs manières. Première chose, ici, j'ai une équation qui est du premier degré en z. Je m'attends donc à n'avoir qu'une seule solution. Donc si celle-là convient, ce sera la seule. Deuxième manière de s'en sortir, c'est de surfer un petit peu avec l'imprécision de l'énoncé, puisque l'énoncé a dit l'équation a pour solution z égale racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Il n'y a pas marqué a pour unique solution racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc après tout, oui, ça, ce serait une solution. Ce ne serait peut-être pas la seule, mais ça serait une solution. Bon, quoi qu'il en soit, on va essayer de remplacer, de voir comment cela se passe. Donc, je vais avoir z moins i. Alors, z moins i, si je remplace z par ce nombre, cela va être égal à racine de 2 exponentielle i pi sur 4 moins i. Je vais transformer cette écriture en forme algébrique. J'ai vu juste avant la méthode, donc ça me donne cos de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4 moins i. Cela me donne cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, sinus aussi, comme vous avez pu le voir juste avant, 30 secondes avant dans la vidéo. Donc je me retrouve avec racine de 2 sur 2 plus i fois racine de 2 sur 2 moins i.
Encore une fois, donc là, c'est le même calcul que tout à l'heure. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait donc racine de 2 fois racine de 2, ce qui vaut 2, 2 sur 2. Plus i fois racine de 2 fois racine de 2, ce qui donne 2 sur 2. Le sur 2 étant là. Racine de 2 fois racine de 2, 2 divisé par 2, moins i. Ce qui me donne 1, plus 2 sur 2, ça vaut 1, donc i moins i, ce qui me donne i moins i. Ça s'annule, cela me donne 1. Donc z moins i, ici, cela vaut 1 si jamais z vaut racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Je vais calculer maintenant ce nombre-là, pour voir ce que ça me donne. Alors, que vaut i fois z plus 1? Donc cela me donne i fois racine de 2 exponentielle i pi sur 4 plus 1. Alors, racine de 2 exponentielle i pi sur 4, je ne vais pas refaire les calculs à chaque fois. Exponentielle i pi sur 4, je pourrais le remplacer par ça, puis par racine de 2 sur 2, etc. Au final, ça me donnerait cette partie-là. D'accord? Puisque ça, à chaque fois, c'était le calcul. Il y a juste le moins i qui a traîné derrière jusqu'ici. Donc tout le reste, c'était racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc ça me donne i fois 1 plus i, plus le 1 qui était là. Cela me donne i fois 1 plus 1, 2, donc 2 plus i qui était là. Je développe, cela me donne 2i plus i au carré. Et i au carré, je sais que cela vaut moins 1, donc cela me donne 2i moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 2i, si je remets dans l'ordre partie réelle, plus i fois la partie imaginaire. Donc, le membre de droite, i fois z plus 1, si z vaut ce nombre complexe, doit valoir moins 1 plus 2i. Or, ce nombre complexe et celui-là ne sont pas égaux puisqu'on a l'unicité de l'écriture algébrique, de la forme algébrique. Donc un nombre complexe qui s'écrit comme ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, or, 1 n'est pas égal à moins 1 plus 2i. Donc, z moins i est différent de iz plus 1 lorsque z égale racine de 2 exponentielle i pi sur 4. On a donc prouvé que ce nombre-là n'était pas solution puisqu'on n'a pas égalité quand on remplace z par ce nombre-là. Donc, racine de 2 exponentielle i pi sur 4 n'est pas solution de l'équation. Ce qui veut dire que l'affirmation est fausse. On arrive encore une fois à la même conclusion, ce qui est cohérent. La deuxième affirmation, c'est que pour tout x appartenant à moins pi sur 2, 1 plus exponentielle ix admet pour forme exponentielle de cosinus x exponentielle moins x. Alors là encore, on a pas mal de possibilités pour raisonner. Première chose à laquelle on peut penser, c'est essayer d'écrire 1 plus exponentielle x et 2 cos x exponentielle moins x sous une même forme. Alors, soit on privilégie la forme exponentielle, dans ce cas-là, eh bien, ici, on a déjà la forme exponentielle, puisque le nombre devant est bien toujours positif lorsque x est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, puisque le cosinus, pour un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, eh bien, le cosinus qui se lit sur l'axe abscisse est toujours positif. Donc, on a un nombre positif suivi d'une exponentielle complexe. Ici, on aurait bien la forme exponentielle. Donc, soit on transforme cette écriture-là sous forme exponentielle, on essaie de trouver celle-là. Soit on essaie de mettre les deux écritures sous la forme algébrique. C'est possible aussi, puisqu'on sait passer d'une forme comme ça exponentielle à une forme algébrique, en détaillant ce que c'est que l'exponentielle ix, comme on a fait notamment
dans l'affirmation 1. Voilà. La dernière possibilité, sinon, à laquelle on peut penser, enfin, c'est pas la dernière, mais c'est ce que moi je vois comme autre possibilité, c'est si jamais on pense que ça ne va pas être vrai, et bien dans ce cas-là, on peut trouver un contre-exemple. C'est-à-dire qu'on peut essayer de remplacer x par un nombre entre moins 1 pi sur 2 et pi sur 2, et tenter de faire les calculs pour voir si on trouve la même chose avec les deux résultats. Moi, j'ai une petite intuition là-dessus, c'est que ça ne va pas donner le même résultat. Alors, je vais peut-être commencer par cette méthode-là. C'est-à-dire, je vais choisir un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, bien sûr, je vais prendre des angles que je connais, pi sur 6, ou pi sur 4, ou pi sur 3. Et puis, je vais tenter ma chance. Je vais tenter, je vais prendre pi sur 4, par exemple. Si je prends pi sur 4, je vais me retrouver pour ce nombre-là avec quoi? Donc, avec x égale pi sur 4. Je me retrouve pour 1 plus exponentielle x devient 1 exponentielle i pi sur 4. Ce qui me donne 1 plus cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Ce qui me donne 1 plus cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, on l'a revu déjà avant, plus i sinus de pi sur 4, c'est aussi racine de 2 sur 2. J'ai donc une forme algébrique ici. Toute cette partie-là, c'est le A. Et cette partie-là, c'est le B. J'ai bien sous la forme A plus IB. Cette forme algébrique étant unique, je vais essayer de trouver la forme algébrique de ce nombre complexe-là, si jamais x vaut pi sur 4. Et je verrai bien si ça me donne le même nombre. Donc j'essaye 2 cosinus de pi sur 4 exponentielle moins i pi sur 4. Cela me donne 2 fois, alors cosinus de pi sur 4, j'ai dit que ça valait racine de 2 sur 2. Donc 2 fois racine de 2 sur 2 fois, et là j'ai ma forme cos de pi sur 4, pardon, de moins pi sur 4, puisqu'ici c'est moins pi sur 4, cos de moins pi sur 4, je vais décaler mon tableau, hop, plus i sinus de moins pi sur 4. Je vérifie que vous voyez bien, oui. Du coup, cela me donne 2 fois racine de 2 sur 2, donc 2 fois une fraction avec 2 au dénominateur, ça me donne tout simplement racine de 2, puisque 2 sur 2 me donne 1, fois, entre parenthèses, cosinus de moins pi sur 4. Donc, moins pi sur 4, c'est quand je découpe cet angle en deux. Le cosinus de moins pi sur 4, ici, me donne le même cosinus que pi sur 4. Donc, cosinus de moins pi sur 4 vaut comme pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, plus i. Alors, en revanche, ici, le sinus de moins pi sur 4, c'est l'ordonnée, moins pi sur 4 est représenté par ce point, son ordonnée. On sait que quand c'est du pi sur 4, 3 pi sur 4, etc., eh bien, on a les mêmes valeurs ici, racine de 2 sur 2 ici. Donc ici, racine de 2 sur 2, mais je suis dans le côté négatif. Donc moins racine de 2 sur 2. Cela me donne racine de 2 fois, alors j'y vais tranquillement au niveau calcul, racine de 2 sur 2, i fois moins racine de 2 sur 2, ça me donne moins i racine de 2 sur 2, ce qui est égal à, je développe, racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2, divisé par 2, moins i fois racine de 2 fois racine de 2, 2 sur 2. J'obtiens donc
ici, 1 moins i. J'ai donc, lorsque je remplace x par pi sur 4, ce nombre-là, qui s'écrit sous forme algébrique, 1 plus racine de 2 sur 2 plus i fois racine de 2 sur 2. Et j'ai ce nombre-là, qui, lorsque x vaut pi sur 4, s'écrit sous forme algébrique, de cette manière beaucoup plus simple, 1 moins i. Les formes algébriques sont uniques, c'est-à-dire que deux nombres complexes qui n'ont pas la forme algébrique, la même forme algébrique, ne sont pas égaux. Ce qui veut dire que ce nombre-là n'est pas égal à celui-là. Ce qui veut dire que ce nombre-là n'a pas comme forme exponentielle celui-là lorsque x vaut pi sur 4. Donc la phrase qui disait que pour tout x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, l'écriture exponentielle de ce nombre, c'était celle-là, est donc fausse puisque ces deux nombres ne sont pas égaux si je prends pi sur 4, et pi sur 4 était bien dans l'intervalle où on m'avait autorisé de choisir x. Donc, je peux conclure, puisque j'ai trouvé un contre-exemple, que 1 plus exponentielle ix n'admet pas pour forme exponentielle ou n'admet pas toujours pour forme exponentielle de cos x exponentielle moins ix lorsque x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. J'ai trouvé un cas où ça ne fonctionnait pas, donc la phrase qui dit que pour tout le monde ça devait fonctionner est fausse, même si peut-être que ça fonctionnait pour certains nombres. Par exemple, si on prend x égale 0, eh bien, on se serait rendu compte que cela fonctionnait. Si x vaut 0, ça aurait donné 1 plus exponentielle de 0, donc 1 plus 1, ce qui aurait donné 2. Et ici, si x vaut 0, ça aurait fait 2 fois cosinus de 0, cosinus de 0 vaut 1. Donc ça aurait fait 2 fois 1, ce qui fait bien 2. Exponentielle de 0, ce qui fait 1, donc ça aurait fait 2 fois 1, qui vaut 2. Donc dans ce cas-là, ça aurait pu fonctionner pour 0. Mais comme j'en ai trouvé un pour qui ça ne fonctionnait pas, la phrase qui dit que ça fonctionne pour tout le monde, je peux dire qu'elle est fausse. Donc je conclus que l'affirmation est fausse. C'était la méthode qui utilisait un contre-exemple. Alors, je vous entends ici me dire « Ah oui, mais moi, j'aurais pas trouvé le contre-exemple. » Bon, eh bien, si vous ne trouvez pas le contre-exemple, rien ne vous empêche de partir sur un raisonnement qui part pour tout x appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Surtout que le contre-exemple, c'est efficace quand on veut montrer que quelque chose est faux. Il suffit de trouver un x particulier pour qui ça ne fonctionne pas. Mais imaginons que la phrase soit vraie, on n'aurait jamais trouvé de contre-exemple puisqu'elle était vraie. Donc, on n'aurait pas pu utiliser l'autre méthode. Bon, on va dire que on va fonctionner pour tout x appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Et je vais chercher à écrire la forme algébrique de chacun des deux nombres. 1 plus exponentielle ix est alors égal à 1 plus exponentielle x, je peux l'écrire cosinus de x plus i sinus de x. J'ai donc ma forme algébrique. Ici, c'est mon a. Et sinus x, c'est mon b. Partie réelle, partie imaginaire. Je m'intéresse maintenant à 2 cosinus de x exponentielle ix, ce qui me donnerait 2 cosinus de x fois cos x plus i sinus de x. Si je développe, cela me donne 2
cosinus de x au carré, cos x fois cos x, plus i cos de x fois sinus de x. Alors, quand j'en arrive là, j'ai donc la partie réelle, ici A, partie imaginaire B. Alors, on fait attention quand même quand on a des cosinus et des sinus, parce que des fois, ça ne ressemble pas à la même écriture, mais de temps en temps, cela peut être égal. Je vous en renvoie à vos formules de cosinus A plus B, sinus A moins B, des petites choses comme ça. Bref, donc, je vais chercher à savoir si le sinus de x peut de temps en temps valoir la même chose que cosinus de x fois sinus de x. Est-ce que ces deux b là peuvent être pareils? Parce que si déjà les b ne sont pas les mêmes, eh bien, j'ai même pas à regarder les a. Donc, je vais chercher à savoir si sinus de x peut être égal à cosinus de x, sinus de x, et je vais chercher à savoir s'il y a cette égalité sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, dire que sinus de x vaut pareil que cosinus de x sinus x, c'est équivalent. Alors, pour résoudre mon équation, je vais essayer d'isoler, d'avoir 0 dans un membre et d'isoler le reste de l'autre. Donc, cosinus de x sinus x, moins le sinus x qui était là. Voilà. Et puis là, je vais avoir du coup, je vais factoriser. Pour résoudre cette équation, je vais factoriser par sinus x. Je me retrouve avec cos de x moins 1, facteur de sinus de x. Là, j'ai donc une équation produit avec 0 dans le membre de gauche. Donc, si un produit vaut 0, c'est que l'un au moins des deux facteurs valait 0. Donc, soit c'est cos de x moins 1 qui vaut 0, soit c'est sinus de x qui vaut 0. Alors, la question, c'est est-ce que quand x appartient à moins pi sur 2, est-ce qu'un sinus peut valoir 0? Je trace mon cercle trigo. Alors, le sinus peut valoir 0. Le sinus vaut 0 pour 2 points du cercle, ici et ici, puisque le sinus correspond à l'ordonnée. Donc, on est sur une ordonnée 0 sur le cercle, quand je suis là ou là. Nous, on est sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, le seul considéré, c'est l'angle qui vaut 0 radian. Donc, ça voudrait dire que x est égal à 0. Si sinus x vaut 0, sur l'intervalle moins pi sur 2, c'est que x vaut 0. Et ici, cela voudrait dire que le cosinus de x vaut 1. Donc, j'ai deux possibilités pour que sinus x soit égal à cos x sinus x. C'est que soit cos x vaut 1, alors on peut s'interroger, quels sont les x pour lesquels le cosinus vaut 1? Le cosinus vaut 1 quand x, c'est pareil, est ici. Donc, finalement, si x vaut 1, si cosinus x vaut 1, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il n'y a qu'un seul endroit où le cosinus vaut 1, puisque c'est l'abscisse, c'est ce point-là ici, c'est quand x vaut 0. Donc, j'obtiens x égale 0 ou x égale 0. Donc, en fait, j'ai qu'une seule solution, c'est quand x vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes deux parties imaginaires seront les mêmes uniquement lorsque x vaut 0. Donc, ça veut dire que tout le reste du temps, pour toutes les autres valeurs de l'intervalle autre que 0, le b, la partie imaginaire de ce nombre, n'est pas la même que la partie imaginaire de ce nombre. Donc, en fait, ces deux nombres ne sont déjà égaux que en 0 sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, l'affirmation est fausse. Alors, si on veut rédiger parfaitement, etc., montrer qu'on a bien compris, on va dire donc,
les parties imaginaires. Les parties imaginaires de 1 plus exponentielle ix et 2 cos x exponentielle x ne sont égales que pour x égale 0 sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. L'affirmation est donc fausse, puisqu'il fallait que ce soit égal tout le temps. Donc, affirmation fausse. Voilà. Hop, donc affirmation fausse. Ce qui nous conclut cette deuxième affirmation. Je pense qu'on a passé en revue un petit peu les méthodes qu'on pouvait faire. Nous en sommes à l'affirmation 3. Cette affirmation 3 porte toujours sur les nombres complexes. Et on m'affirme que un point m d'affixe z qui vérifierait cette égalité sur les modules appartient forcément à la droite d'équation y égale moins x. Donc, il y a plusieurs manières de raisonner. La première que je vais vous exposer, c'est en mettant en évidence ce que c'est ce que représente l'ensemble des points M sur un graphique, les points M dont les affixes vérifieraient ces égalités. Ça, c'est un exercice assez classique. Donc, ce qui est assez classique, c'est de traduire. Quand je vois un module avec une différence à l'intérieur, eh bien, je pense à une distance. En effet, les nombres complexes vont nous servir en maths, principalement en terminale S, à faire de la géométrie. Et donc, il faut avoir conscience qu'une distance AB, par exemple, peut s'écrire module de ZB moins ZA, avec ZB et ZA, les affixes respectifs de B et de A. Donc, quand je vois Z moins I, je me dis, en fait, le Z, ça doit être le Z de quelqu'un, et le I, ça doit être le Z de quelqu'un d'autre. J'observe mon énoncé, je vois que le Z, c'est l'affixe de M, pas de problème, mais le I, dans mon énoncé en tout cas, c'est l'affixe de personne. Donc, je vais créer le point qu'il a pour affixe I, je vais le nommer. Donc, je vais dire soit A, le point d'affixe I. Dans ce cas-là, Z moins I, Z moins I en module, je peux donc l'interpréter comme étant le Z du point M moins le Z du point A. Et donc, je peux l'interpréter comme étant la distance. Donc, moi, regardez, ici, B, c'est M, A, c'est A, donc la distance AM. Donc, j'ai créé mon point A. Je sais que mon point M, eh bien ici, ça va me donner cette égalité sur les modules. J'observe le deuxième, Z plus 1. Z plus 1, je me dis que finalement, ça a une bonne tête quand même de différence à l'intérieur d'un module. Alors vous allez me dire, non, pas une différence, puisque ici, je vois une somme. Oui, mais la somme, je peux l'interpréter, Z plus 1 en module, je peux l'interpréter comme le module de Z moins 1. Parce que moins 1 donne plus 1. Donc, je vais créer mon point qui va avoir comme affixe moins 1. Et j'aurai donc bien la différence entre deux affixes. Donc, soit, alors je vais l'appeler B, puisque B n'est pas encore pris, soit B, le point d'affixe moins 1. Et je vais l'interpréter. Dans ce cas-là, le module de Z plus 1, je peux le voir comme étant le module de Z moins 1. Donc, en fait, comme le module de ZM moins ZB,
et donc en fait comme la distance BM. Je me retrouve donc avec deux interprétations, c'est-à-dire que je veux savoir où se situent les points M d'affixe Z lorsque leur affixe vérifie cette égalité. Donc cette égalité, je vais la traduire, dire que Z moins I en module vaut le module de Z plus 1, c'est équivalent à dire quoi? Bah ça, on a dit que c'était la distance à M. Donc c'est équivalent à dire que la distance à M doit être égale à la distance BM. Donc maintenant, la question, c'est pour que mon point M vérifie son affixe vérifie cette égalité, il faut que mon point M soit à la même distance de A et de B. Ben oui, puisque je veux que la distance entre A et M soit la même que la distance entre B et M. Donc maintenant, la question, c'est où se situent les points qui sont à la même distance de A que de B. Alors, cela m'amène à faire du coup un petit graphique. Donc, je vais essayer d'utiliser une règle, une fois n'est pas coutume, pour avoir mon graphique pas trop mal fait. Donc c'est assez important parce que sinon ça me donne rapidement n'importe quoi. Hop, je vais prendre la même unité sur mes deux axes. Voilà. Je me retrouve avec moins 1. Voilà, je vais placer du coup mes points A et B. A se situe, c'est le point d'affixe I. Donc mon point A se situe là. Et mon point B a pour affixe moins 1. Donc mon point B se situe là. Je cherche les points M sur du plan qui sont à la même distance de A que de B. Alors soit je me souviens bien de mes cours de troisième et je me souviens que l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un point A et d'un point B, c'est en fait une droite qui s'appelle la médiatrice. Soit, petit truc pour vous en souvenir, pensez pétanque. À la pétanque, si j'ai une équipe A qui a une boule ici, une équipe B qui a une boule là, eh bien, si je souhaite savoir qui des deux équipes a le point, alors vous allez me dire, bah, ça dépend de où est le cochonnet. Le cochonnet, c'est la petite boule de laquelle on doit se rapprocher le plus. Donc effectivement, ça dépend de où est le cochonnet. En fait, dans mon plan ici, il y a deux zones. On comprend bien que si le cochonnet est par là, c'est l'équipe A qui gagne. Si le cochonnet est par là, c'est l'équipe B qui gagne. La difficulté vient quand le cochonnet nous semble être à la même distance de A que de B. Dans ce cas-là, petit truc pour vous, c'est on se place en face, on imagine le segment tracé sur le sol et on va imaginer au milieu du segment ce qu'on appelle la médiatrice, c'est-à-dire la droite qui est perpendiculaire au segment et qui passe par son milieu. Cette médiatrice, en fait, sépare le terrain de pétanque en deux zones. La zone qui est de ce côté-là, c'est l'ensemble des points qui sont plus proches de B que de A. La zone qui est de ce côté-là est constituée de tous les points qui sont plus proches de A que de B. Et la droite qui est ici, la médiatrice du segment AB, est constituée de tous les points qui sont à la même distance de A que de B. Donc, quand le cochonnet est dans cette zone, on est plus proche de A. Quand il est dans cette zone, c'est B qui gagne parce qu'il est plus proche de B. Mais si le cochonnet se situe n'importe où sur cette droite, eh bien en réalité, il a la même distance de A que de B. Il y a donc égalité. Ce petit exemple pour vous aider à retenir qu'en fait, l'ensemble des points qui est situé à la même distance de deux autres points, c'est tout simplement la médiatrice du segment. Donc je vais la tracer, je me place au milieu du segment et je trace la perpendiculaire à ce segment qui passe par le milieu du segment AB. Je peux donc conclure que l'ensemble des points M qui vérifient ici, donc ça c'est équivalent à dire que M appartient
à la médiatrice du segment AB. Alors, vous me direz, bah oui, mais du coup, on n'a pas répondu à la question. Vous avez raison, pour l'instant, on n'a pas répondu à la question, puisque j'ai juste trouvé où se situaient les points M. Ils sont bien sur une droite, donc jusqu'à là, ça reste possible. Hein. Si on m'avait dit appartiennent à un cercle, j'aurais dit, bah non, ça n'appartient pas à un cercle, puisque on est sur une droite. Mais la question, c'est est-ce que cette droite a bien cette équation? Alors, pour savoir si cette droite a bien cette équation, on peut avoir des raisonnements géométriques. Donc, déjà, on sait qu'effectivement, cette droite, alors il suffirait de trouver deux points qui sont à la même distance de A que de B pour trouver ici l'équation de cette droite. Je sais qu'à partir du moment où je connais deux points d'une droite avec leurs coordonnées, je peux déterminer l'équation de la droite. Donc, je peux faire comme ça. Sinon, je peux aussi observer mon graphique ici et voir qu'effectivement, ça a l'air de fonctionner, puisqu'ici, je me retrouve avec, vous voyez ici, une droite qui semble partir vers des points là qui sont de coordonnées 1, moins 1, etc. Donc, en fait, à un x, le y vaut le moins le x. Donc, en fait, y égale moins x semble tout à fait correct. Alors, je pourrais tout à fait choisir des points qui sont sur cette droite afin de trouver mon équation. Allez, je recherche deux points qui sont sur ma droite. Alors, premier point qui est sur ma droite, je vais avoir le point O, l'origine de mon repère. Alors, si je me demande de justifier pourquoi, eh bien, la distance entre O et A vaut clairement 1. La distance entre O et B vaut aussi clairement 1. Alors, sinon, je peux évoquer leur module. Le module de I, c'est 1. Le module de moins 1, c'est 1 aussi. Donc, du coup, mes points sont sur un même cercle de centre O et de rayon 1. Donc, bref, cette distance OA vaut 1. OB vaut 1. Donc, O, c'est un des points qui est à la même distance de A que de B. Il est donc sur la médiatrice. Donc, O appartient, alors la médiatrice, je vais lui donner un nom, comme ça sera réglé, à delta. Donc, appartient à la médiatrice delta du segment AB. Voilà, je lui ai donné un nom. Donc, O appartient à delta. Ensuite, il me faudra un autre point. On pourrait trouver le milieu du segment. Ça, au moins, on est sûr et certain que le milieu fait partie de la médiatrice. Donc ça, premier point, O de coordonnées 0, 0 appartient à delta. Un autre point, je vais l'appeler I. Alors, milieu du segment ici, soit je les lis directement, soit je les calcule. C'est la somme des l'abscisse du segment, c'est la somme des abscisses divisée par 2. Coordonnées est pareil. Donc, je ne m'embête pas trop. I a pour coordonnées moins 1 demi, 1 demi. Appartient aussi à delta, car c'est le milieu du segment. Donc, le milieu du segment appartient toujours à la médiatrice. Voilà. Donc là, j'ai deux points qui appartiennent à la droite. Je vais donc pouvoir trouver une équation de ma droite. Donc c'est parti. Alors, ma droite, c'est une droite qui représente une fonction affine ici. Donc, je sais que l'équation est de la forme. Donc, delta a une équation de la forme y égale mx plus p. Alors p, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme je sais qu'elle passe par O, je peux directement affirmer que
ici, l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc, avec P égale 0. Donc, delta a une équation. Ici, je peux dire car 0, O appartient à delta. Donc, delta a une équation de la forme y égale mx. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver le coefficient directeur. Le coefficient directeur, je peux le calculer en faisant la méthode de collège. C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, i a pour ordonnée 1/2 moins l'ordonnée de O 0 sur, donc c'est yi moins yo sur xi moins xo. Donc xi moins 1/2 xo 0. Ça me donne 1/2 sur moins 1/2, ce qui me donne alors un nombre, donc je vais l'écrire comme ça, moins 1/2 sur 1/2, un nombre divisé par lui-même, qui n'est pas 0, ça me donne moins 1. Donc m vaut moins 1. Donc delta a pour équation, je ne sais pas si vous voyez toujours, delta a pour équation y égale moins 1, puisque j'ai trouvé qu'm valait moins 1, fois x. Donc, moins x. Donc, l'affirmation ici est vraie. Voilà une première manière de trouver cela. Deuxième méthode que vous préférerez peut-être, c'est de passer en coordonnées. Alors, passer en coordonnées veut dire, ici, travailler plutôt avec, non pas avec z directement, mais puisqu'on me parle de x et de y, ça me fait penser à des coordonnées cartésiennes, dans un repère normal, les x pour les abscisses, les y pour les ordonnées. Et donc, cela me fait penser à la forme algébrique de mes nombres complexes, puisque je sais qu'un nombre complexe qui s'écrit sous forme algébrique a plus ib, donc avec a et b des nombres réels, eh bien je peux les placer, je peux le placer dans un graphique, ça me donne un point qui a comme coordonnées ab, donc x, y. Donc voilà pourquoi je pense à ça. Donc je vais dire soit z égale à x plus y, avec, pour que ce soit la forme algébrique, je m'assure que x et y sont des nombres réels, avec x appartenant à R, et y appartenant à R. Je n'ai pas de restriction sur x et sur y, mis à part que ce sont des nombres réels. Et donc, je vais m'interroger à savoir, cette condition-là, que le module de z moins i soit égal au module de z plus 1, qu'est-ce que ça me donne en termes de x et de y? Donc, x, donc z moins i, ça me donne du coup x plus iy moins i en module, doit être égal à x plus y plus 1 en module. Donc j'ai réécrit cette égalité en remplaçant les z par x plus y. Donc maintenant, je vais calculer ces modules et je vais voir ce que ça me donne. C'est équivalent à... Donc je vais transformer un peu mon écriture parce que les modules, je sais bien les calculer lorsque j'ai une forme algébrique à l'intérieur. Donc je le mets bien sous forme algébrique. X plus... Combien de i? Là, il y en a y et là, il y en a moins 1. Donc, il y a y moins 1, i. C'est égal à, il y a des choses qu'on dit i et d'autres non, x plus 1 plus i, y. Donc, partie réelle, x ici. Partie imaginaire, y moins 1. Partie réelle dans celui-là, x plus 1. Partie imaginaire, y. Je suis bien sous forme algébrique dans chacun des deux modules. Je peux donc appliquer ma formule qui me dit que le module de z, quand il s'écrit sous la forme x plus y d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ici, ça me donne quoi? Partie réelle, c'est x. Donc je me retrouve avec x au carré plus... Partie imaginaire, c'est y moins 1, donc y moins 1
au carré. Et ça, ce serait censé être égal, en tout cas je cherche x et y pour que ce soit égal, à partie réelle de celui-là, c'est x plus 1, donc x plus 1 au carré, plus partie imaginaire de celui-là, il n'y a que y, donc y au carré. Voilà. Donc ça, c'est équivalent, puisqu'à l'intérieur, j'ai des choses qui sont positives. Ça va être équivalent à dire que x au carré plus y moins 1 au carré égale à x plus 1 au carré plus y au carré. Donc si la racine carrée de ces deux nombres, si les racines carrées sont égales, ça veut bien dire que mes nombres ici sont égaux. Et si ces deux nombres qui sont positifs sont égaux, ça veut bien dire que leurs racines carrées sont égales. Du coup, je me retrouve avec, je vais développer un petit peu partout, j'ai x au carré plus, là j'ai une identité remarquable, a moins b au carré. Donc c'est le premier au carré, moins le double produit, 2 fois le premier fois le deuxième. Donc 2 fois y fois 1, donc 2 fois y, plus le deuxième au carré, donc 1 au carré. C'est égal à, je vais développer celui-là, x au carré, pareil, identité remarquable, plus 2 fois x fois 1, donc plus 2x, plus 1 au carré, plus y au carré. Je continue. Cela me donne x carré plus y carré moins 2y plus 1 égale x carré plus 2x plus 1 plus y carré. Là, je vais commencer à essayer de tout rassembler dans un même membre. Je vais finir mes calculs ici. Donc, cette dernière ligne est équivalente à... Donc, je vais tout mettre dans le membre de gauche. Donc, ça veut dire que je vais retirer dans mes membres à chaque fois la même chose. Donc, je vais commencer par retirer x au carré. Donc, je me retrouve avec x au carré, je recopie tout, plus y carré, moins 2y, plus 1. On peut aller un peu plus vite dans les calculs, mais bon, je prends mon temps pour que tout le monde puisse suivre. X au carré ici, je vais le retirer, donc de l'autre côté, je vais avoir moins x au carré qui va apparaître. 2x va me donner moins 2x, plus 1 va me donner moins 1, et plus y carré va me donner moins y carré. Et donc tout cela doit valoir 0. C'est donc équivalent à les x au carré s'en vont, se neutralisent, s'annulent. Les y au carré s'annulent aussi, là j'ai y au carré moins y au carré. Les 1, donc x au carré, parti. Y carré, parti aussi. 1, moins 1, ça part. Il me reste moins 2y, moins 2x, qui doit me donner 0. Donc maintenant, mon but, c'est d'arriver à cette équation, ce qui relie le x et le y. Et donc, j'obtiens moins 2y égale 2x. Je divise par moins 2, donc y égale 2x sur moins 2, ce qui veut dire que y égale moins, je prends vraiment mon temps, moins 2x sur 2, le nombre ici divisé par moins 2 donne moins, et 2 sur 2, ça me donne 1, je peux simplifier, donc y égale moins x. J'ai donc trouvé ici une équation de droite, j'en déduis donc que l'ensemble des points M, eh bien c'est exactement la droite d'équation y égale moins x, ce qui rend l'affirmation vraie. Voilà les deux principales méthodes que je vois pour répondre à cette affirmation. Alors, pour cette affirmation 4, on m'a dit l'équation qui est inscrite ici admet une solution réelle. Ce qui sous-entend que du coup, il y a un z qui ne contient pas de i dans son écriture et qui fait que ce calcul-là me donne 0. Alors, ma première idée, ce serait d'essayer avec des nombres réels simples. Avec un peu de chance, je peux tomber dessus.
Parce que là, je vois que j'ai une écriture relativement simple hein, de mon équation. Donc, bah, j'essaye. Je me dis, bon, bah si j'essaie avec 1. Ça va me donner 1 puissance 5. Ça va faire 1. Plus 1. Moins le i qui est là. Plus 1. Est-ce que ça me donne 0? Bah non, parce que ça fait 1 plus 1 plus 1, donc ça me donne 3. Moins le i qui est là. Ça fait pas 0. Donc 1 n'est pas solution. Mais là, il y a un truc qui m'a alerté quand même. C'est qu'en gros, ici, j'ai mis 1. J'aurais pu mettre 2, 3, 4, 5 ou moins 20 000. De toute façon, la puissance 5, ça va me donner un nombre ici où il n'y aura pas de i à l'intérieur. Le z, si je prends 3, 4, 5 ou moins 20 000, il n'y aura pas de i à l'intérieur. Donc ce moins i là, bah, il n'y a aucune chance pour qu'il disparaisse de mon nombre lorsque je remplace z par un nombre réel. Donc en fait, le moins i qui est là, il fera que, bah, il sera toujours là et ça fera jamais 0. Donc je me rends compte que le problème, c'est le moins i qui se trouve ici. Donc là-dessus, je m'oriente plutôt sur le fait que l'affirmation va être fausse, puisque dès que je mets un nombre réel à la place de z, ça n'enlèvera jamais le moins i qui est là et qui va rester jusqu'à la fin de mon calcul, et ce qui empêchera que ça fasse 0. Alors, comment l'expliquer? C'est ça le plus compliqué. Alors, pour l'expliquer, donc j'ai une équation qui est à résoudre sur C. Donc cette équation, c'est z puissance 5 plus z moins i plus 1 égale 0. Et elle est équivalente à, alors je vais garder moi ce que je sais qui va faire quelque chose de réel, et je vais passer mon imaginaire pur de l'autre côté. Donc c'est équivalent à dire que z puissance 5 plus z plus 1 est en fait égal à i. Et donc là, je vais dire que z, si c'est un réel, eh bien z puissance 5 sera un nombre réel, plus z aussi, plus 1 aussi. Donc en fait, ça, c'est un nombre réel. Et donc, un nombre réel ne peut pas être égal à i. Donc, z n'est pas un nombre réel. Donc, soit z appartenant à R, z puissance 5 appartient à R, donc z puissance 5 plus z plus 1 appartient à R, et donc ne peut pas être égal à i. Donc z puissance 5 plus z plus 1 est différent de i. Donc z n'est pas solution de l'équation. Donc je viens de dire, j'ai pris un nombre réel et je viens de prouver qu'obligatoirement, il n'était pas solution de l'équation. Donc, elle n'admet pas cette équation de solution réelle. Donc, fausse. Affirmation fausse. Voilà qui vient conclure ce sujet.